Florian. Pour ce qu'il a dit, c'est-à-dire que le droit ne protège plus les Français, je pense qu'il a complètement raison, on en parle assez sur votre antenne, mais aujourd'hui le droit, donc la justice française, en fait, protège davantage les criminels, les clandestins, les nuisibles, comme l'influenceur Doualem, que les victimes et les Français du quotidien. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet ici, où il y a une prise de conscience, et donc oui, il y a un certain nombre de modifications à faire pour en fait, aligner le droit sur la volonté des Français, puisque quand même le droit et les lois découlent de la volonté populaire dans une république. En tout cas, ça devrait être le cas. Donc Manuel Bompard qui nous dit oui, l'état de droit est intouchable, ce n'est pas vrai. Il y a eu une sorte de dérive de l'état de droit qui a été instauré par le pouvoir judiciaire, un peu ex nihilo, sans volonté populaire, sur laquelle il faut revenir aujourd'hui. Et il y a des choses que Bruno Retailleau peut et doit faire dès maintenant, et il y a d'autres choses qui ne pourront pas être faites tout de suite et qui effectivement seront sûrement tranchées par la prochaine présidentielle. Mais... Là, ce qui est en question vraiment, c'est l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française quand on est né sur le sol français et qu'on a passé plus de 5 ans ensuite au-delà de ses 11 ans. C'est ça la question, le droit du sol ici, c'est est-ce qu'on devient automatiquement français si on remplit ces conditions. Et le point, c'est qu'à une époque où l'école de la France faisait son travail d'assimilation, où quelque part quand on habitait en France et qu'on devenait finalement peut-être un peu automatiquement français, de culture, qu'on s'assimilait à la société, ça pouvait faire sens. Mais aujourd'hui, quand on a des territoires perdus de la République, quand on a des personnes qui ne parlent pas français, etc., il n'y a plus de raison d'avoir ça. Et de plus, le problème qu'il y a derrière, c'est que comme on ne choisit pas ces personnes, et que les parents peuvent ensuite devenir français, ça donne en fait une porte d'entrée à toute une filière d'immigration de personnes qui deviennent françaises, alors qu'aucune d'entre elles, finalement, ne le mérite ou ne remplit les critères, parce que par ailleurs, on peut toujours se faire naturaliser, en réalité. Donc c'est vraiment cette automaticité-là qui est en question, et il faut évidemment, à notre sens au millénaire, complètement mettre un terme à cette automaticité de l'acquisition de nationalité française. C'est ça, en fait... Encore en amont, on peut se poser la question, mais à quel moment on a l'idée de prendre un couteau pour aller à l'école ? Enfin, on est quand même, on marche sur la tête. Et là, on a entendu des chiffres, 19 en école primaire. Ça veut dire que dès l'école primaire, il y a des jeunes qui viennent, des enfants qui viennent avec un couteau à l'école. On marche sur la tête complètement. Ouais. Ce qui est vraiment terrible, c'est cette violence gratuite et ultime, quelque part, un assassinat comme ça à coups de couteau, se dire, enfin, tout parent qui se dit je peux laisser partir mon enfant au collège et en fait pas voir revenir le soir. C'est quelque chose qui touche tout le monde en sa chair très profondément. C'est vraiment horrible. Donc l'enquête va j'espère, faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, sur le ou les auteurs des faits, etc. Mais après, sur la sécurité, c'est évident qu'il en faut plus, et donc quels sont les moyens derrière pour cela. Alors, par exemple, il y a un peu le débat de la vidéosurveillance aussi qui peut y avoir régulièrement, parce qu'on dit, oui, mais on ne veut pas avoir des caméras partout qui surveillent tout, mais d'un autre côté, dans ce cas-ci, s'il y avait eu des images de ce qui s'est passé après qu'elle a tourné au coin de la rue, peut-être que ça aurait pu, par exemple, être pris plus tôt, peut-être même qu'elle aurait pu être sauvée. En fait, on n'en sait rien, mais c'est sûr qu'il y aurait eu plus de moyens. Voilà, donc quand on se pose la question, est-ce qu'il faut installer des moyens pour savoir ce qui se passe sur nos territoires, pour être capable peut-être aussi de prévenir les choses quand il y a des comportements suspects, de pouvoir aller venir intervenir sur le terrain, c'est ce type de choses qu'il va falloir peut-être réfléchir à faire. Et focus dans quelques instants. Non, je pense que là, le fait de ne pas avoir voulu répondre à cette question, c'est en fait, il a dit en creux que pour lui, l'islamisme n'était pas une menace existentielle pour la France. C'est ça qu'il a dit. Oui, mais qu'il le dise, alors. Mais il ne le dit pas si. Voilà, c'est pour ça qu'Yohann insiste lourdement, parce qu'il ne dit pas les choses. Il ne veut pas les prononcer, ces mots, Emmanuel Bompard. Il ne veut pas les dire parce qu'il sent bien qu'il y a un problème avec ça, mais c'est quand même ça que finalement il pense au fond, et c'est pour ça qu'il réagit comme ça, à mon sens. Oui, parce que je pense qu'il y a le sujet du prix, mais aussi le sujet de la qualité. J'ai eu l'honneur de faire un service militaire un peu court, 8 mois, 9 mois, mais je me souviens très bien quand on percevait nos Rangers, il y en avait qui avaient eu la chance d'avoir des Rangers françaises qui étonnamment tenaient bien dans la durée, et puis d'autres Rangers qui, donc les bottes des militaires, qui perdaient en fait, qui s'écaillaient, quoi. Donc pour faire briller les chaussures après, c'était un peu compliqué parce que tout simplement le truc tombait en lambeaux. Donc je veux dire, est-ce qu'on a vraiment envie que nos soldats aient des uniformes
qui se découssent quand ils sont en opération extérieure. Je pense pas. Donc il y a un vrai sujet ici sur la commande publique et sur le fait d'aller peut-être essayer de baisser des coûts, certes, parce qu'il y a aussi des investissements à faire ailleurs, mais de le faire bien. Et dans ce cas-ci, je suis pas certain que ce soit très raisonnable. Ces images sont terribles et on peut être très inquiet pour la suite et la poursuite du cessez-le-feu aussi. Alors on est très inquiet pour les otages restants, pour la poursuite du cessez-le-feu, c'est sûr, mais je pense que ce qui ressort à la vue de ces images, c'est que le Hamas utilise l'image comme une arme de guerre. Il utilise l'horreur comme arme de guerre. Il a utilisé le viol comme arme de guerre pendant le 7 octobre. Et en fait, c'est la définition même du terrorisme. C'est-à-dire qu'ils veulent instiller la terreur chez les Israéliens et dans le monde entier en montrant à quel point ils sont horribles avec les otages, à quel point ils sont capables de toutes les exactions possibles. Donc c'est vraiment la définition même du terrorisme sur laquelle on est là. Donc le Hamas est un mouvement terroriste et tous ceux qui disent le contraire, c'est vraiment honteux et c'est ignoble à la vue d'images comme ça. Je continue, Florian, rapide. Bien sûr qu'ils ne nous avaient pas habitués à savoir faire un peu d'autodérision, mais le sujet derrière, c'est un sommet, mais pourquoi faire? Et ce qu'il faut rappeler sur l'IA, c'est quand même que c'est ceux qui ont la technologie qui contrôlent comment elle est utilisée. Et en Europe, il n'y a pas de grande entreprise de l'IA, malheureusement.